cette table ronde sur le mal chez Tolkien. Donc nous sommes tous les trois membres de l'association Tolkien Deal, les amis de Tolkien. Donc Pauline, Daniel et moi-même Laurent. Nous allons donc évoquer avec vous ce problème du mal et des méchants dans l'univers de Tolkien. Bonjour. Merci Laurent pour l'introduction. Moi, je vais commencer par cette phrase qui est dite par Elrond au moment du conseil d'Elrond, qui est « Car rien n'est mauvais au début, même Sauron ne l'était pas ». Et je vais laisser mes collègues vous expliquer ce que ça leur inspire, cette phrase. Eh bien, donc justement au début, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc au début de la création du monde légendaire de Tolkien, il y avait Eru Ilúvatar, qui est le créateur et qui a créé ce qu'on appelle les Ainur, c'est-à-dire sont des entités très puissantes, composées de Valar, en fait ce sont en quelque sorte des dieux, comme dans les mythologies polythéistes, ainsi que les Maiars, qui sont leurs serviteurs et qui n'en sont pas moins extrêmement puissants également. Parmi tous ces Valar, il y avait Melkor, qui avait une très très grande soif de connaissances, et qui, au-delà de ça, voulait avoir finalement les pouvoirs du créateur Eru Ilúvatar. Ainsi, il a été très frustré de ne pas pouvoir avoir ses pouvoirs de création d'Eru. Et donc, il était jaloux d'Eru et aussi jaloux de ses autres confrères Valar. Et donc, il avait la soif de pouvoir et de domination ensuite à ces frustrations. Et c'est ainsi qu'il a commencé à être jaloux de ses confrères Valar, de ce qu'il proposait comme création et de ce que Eru crée en Terre du Milieu, en Arda, donc qui est la création, la principale création des Valar et d'Eru Ilúvatar, qui en quelque sorte qui peut s'assimiler à notre Terre, mais dans la géographie de Tolkien. Et donc, Melkor a commencé à détruire progressivement tout ce que proposaient, tout ce que créaient ses collègues Valar. Et ainsi, il a voulu aussi pervertir toutes les créations, les êtres vivants qui étaient créés par le Créateur et par ses collègues Valar en Terre du Milieu. Et donc, pour en venir au mal, puisque le mal primitif chez Tolkien, c'est donc Melkor, et Melkor, il a donc souhaité pervertir toutes ces créatures, et il a commencé avec les elfes, après le réveil en Terre du Milieu, dans l'est de la Terre du Milieu, et donc c'était durant l'âge des arbres, dans les premiers milliers d'années de la création d'Arda. Et ces elfes qui se sont éveillés dans la baie de Cuiviénen, à l'est de la Terre du Milieu, ont été capturés par les Maiars qui ont été séduits par Melkor et qui lui ont fait confiance, qui ont cru ses mensonges et qui ont eux-mêmes été pervertis et corrompus par Melkor. Donc les elfes ont été alors capturés par ces ombres et ces esprits Maiars à la solde de Morgoth. Ils ont été emprisonnés dans la première forteresse maléfique en Terre du Milieu qui s'appelle Utumno. Ils ont été torturés, ils ont été réduits à l'état d'esclavage et finalement cela produisit l'horrible race des orques. Alors le mot orque, il est tiré du vieil anglais démon, puisque Tolkien était un philologue excellent, et donc il utilisait beaucoup toutes ces langues. Donc en ce qui concerne les orques, ils ont été créés, ils ont été donc corrompus à partir d'une entité, d'êtres vivants existants, les elfes. Alors ça c'est une première hypothèse, mais il y a également d'autres hypothèses, parce que dans son brouillon, Tolkien avait écrit que les orques ne pouvaient pas avoir une origine elfique, et donc il a voulu revenir sur cette possibilité de perversion
d'êtres vivants pour donner des orques. Et donc, il y a d'autres hypothèses sur la genèse des orques, notamment dans les années 30. Il avait écrit dans ses premières éloges du Silmarillion que les orques étaient issus de pierre et de terre avec un cœur de haine. Donc, Melkor, à ce moment-là, pouvait créer, enfin, dans la première hypothèse donc créée par Tolkien, il pouvait créer de toutes pièces les orques. Mais ensuite, donc, l'hypothèse principale que je viens de vous énoncer, c'est au début des années 50, après avoir rédigé Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, il est revenu sur le Silmarillion, et donc il en a conclu que les orques ne pouvaient pas, enfin que Melkor ne pouvait pas créer, parce qu'il n'est pas héros, et donc il ne peut que pervertir, que corrompre. Donc il y a cette hypothèse que je viens de vous énoncer, et puis après, comme je vous l'ai dit, il n'était pas forcément d'accord pour que ce soit des elfes qui soient à l'origine des orques. Eh bien, il avait d'autres hypothèses, notamment que ce seraient de nombreux esprits mineurs corrompus et qui revêtaient des formes corporelles similaires aux orques, donc des maillards humanoïdes qui pouvaient être là aussi corrompus, ou bien des animaux aussi d'apparence humanoïde qui pouvaient donner les orques. Alors, je vais t'interrompre, mais ça fait un peu théologie, légende, mais à l'époque du Seigneur des Anneaux, les hommes, les hobbits, c'est quoi le mal pour eux? Alors, je pense que c'est plutôt toi qui vas pouvoir mieux y répondre, mais le mal Déjà, je voulais revenir sur ce que tu disais, sur les orques... pourquoi Tolkien a beaucoup changé d'avis par rapport aux orques, c'est parce qu'il s'est rendu compte que le mal n'est pas source de créativité. Donc le mal ne peut pas générer une nouvelle espèce, ne peut pas. Melkor, comme Sauron d'ailleurs, ne peuvent pas créer, ils peuvent uniquement corrompre, comme tu l'as dit. Et Tolkien a beaucoup tourné autour de l'idée de qu'est-ce qu'un orque et d'où viennent les orques, parce que si ce ne sont que des êtres de pierre, ou si ce ne sont que des animaux, alors ce sont des pantins. Ce sont des pantins sans libre arbitre, ce sont des pantins qui n'ont pas de pouvoir de décision, qui n'ont pas de responsabilité, ils sont juste aux ordres de leur maître. Or, on le voit bien dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont capables de se rebeller, ils sont capables de se battre entre eux, ils ont une volonté propre, ils ont un langage qui leur est propre, ils ont même des moments de camaraderie, donc ce sont des individus avec un libre arbitre. Et c'est pour ça qu'il a tellement, Tolkien, toute sa vie, tourné autour de l'idée de la nature des orques. Et finalement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de texte définitif qui dise, en fait, les orques, ils viennent de là. Donc, on est tous un peu libres de faire notre petite popote avec les différentes informations qu'on a. Et donc, comme tu disais, oui, comment est perçu le mal en Terre du Milieu? Alors, si on se place au niveau des honnêtes gens, tranquilles, les hobbits, comme un peu nous tous ici, des hobbits, des petits gens ordinaires, le mal c'est quoi? Le mal, alors, à la fin du Seigneur des Anneaux, un passage qu'on ne voit pas dans le film, quand la comté est occupée par Saruman et ses hommes et ses brigands, la chose que vont voir les hobbits, c'est que l'un des leurs, Lothon, qu'on surnomme la Pustule, s'est pris d'orgueil, de vanité, a décidé de devenir le chef de la comté. Il a racheté tout ce qu'il a pu, il a fait construire des nouveaux moulins moches, mécaniques, avec de la fumée. Donc Frodon dira que il n'y a pas de mal dans la comté, à part quelques prétentieux, quelques nigauds qui veulent être au-dessus des autres. Donc, pour les hobbits, le mal, ça va être de l'orgueil, une méchanceté, une sorte de méchanceté, une jalousie, une envie d'être plus grand que ce qu'on est. Mais tous ces récits qui apparaissent comme des récits légendaires, et encore pour les hobbits, aucun hobbit n'a jamais entendu parler de ce genre de choses. Le mal, c'est de la jalousie, c'est l'Obélia. Je ne sais pas si vous connaissez cette grand-mère avec son parapluie. L'un des hobbits disait, elle a un visage à faire cailler le lait. Alors, rien qu'en la regardant, elle a volé des petites cuillères en argent à Bilbo.
Elle a essayé de lui récupérer son héritage, de la jalousie, de l'envie. Voilà, bon. Le mal chez le Hobbit, ça va essentiellement se résumer à ces petites querelles humaines. Voilà. Et alors, mais il va y avoir d'autres formes, d'autres monstres. Si je peux me permettre. Ce qui est intéressant avec l'exemple de Loto, c'est qu'en effet, c'est un hobbit qui a voulu être un super hobbit, on va dire, un hobbit au-dessus des autres hobbits, mais il a été encouragé par Saruman. Donc c'est-à-dire que même derrière les petites gens qui ont leur le mal mesquin du quotidien, il y a quand même des grandes ambitions, des grands esprits maléfiques qui vont un peu chapeauter le mal du quotidien. Donc je trouve que c'est super intéressant de faire le parallèle, et notamment quand tu parles des moulins qui crachent, des sortes d'usines qui crachent de la fumée, pareil, ça c'est Saruman, et c'est cette idée qui est très présente chez Tolkien, que la machine est un outil qui peut corrompre les gens. L'anneau peut être vu comme une forme de machine, une forme de technologie, et tout ce que fait Saruman à Isengard, c'est aussi cette pollution par les technologies humaines, dans le sens de Saruman, c'est pas tourné, par des technologies avancées en tout cas, qui vont détruire les forêts, qui vont cracher de la fumée, qui vont engendrer plus d'orques, donc plus de méchanceté dans le monde. Et on sait à quel point Tolkien était attaché à l'environnement, et à quel point il avait vu sa campagne natale se faire avaler par l'industrialisation galopante du début du XXe siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans le Seigneur des Anneaux. Et je te laisse enchaîner. Et en effet, sur l'incarnation du mal chez Tolkien, comme ça vient d'être évoqué ici, donc les orques, déjà, quelles sont leurs caractéristiques? Parce qu'on peut commencer par ça également. Tous les orques, ils avaient la peau sombre, ils avaient un teint jaunâtre, ils étaient petits et trapus, donc ça c'est les suites de la corruption, soit des animaux, soit des maillards, soit des elfes, soit même des hommes, donc selon Tolkien. Et ils étaient donc petits et trapus, avec des jambes arquées, donc ils étaient finalement très réduits et beaucoup moins beaux, beaucoup plus laids, avec des yeux étroits et des crocs. Donc ça, c'est vraiment à l'image de Melkor, qui s'est fait ensuite appeler Morgoth par les elfes, qui était la figure primordiale du mal. Alors, également, au départ, Melkor, il voulait accaparer toute la lumière à lui, toute la création et toute la lumière à lui, et comme il ne le pouvait pas, comme Eru était maître du jeu, eh bien, il s'est tourné vers les ténèbres. Et c'est pour ça que ces créatures les plus connues, les plus présentes en Terre du Milieu, donc les orques, craignaient la lumière du soleil. Alors, les orques, ils sont également très endurants, ils ont un flair très développé, et ils sont très inventifs, par contre, et ils ont créé de nombreuses armes, des appareils de torture, et donc ils utilisaient différents types d'armes pour la guerre. Chez les orques, on a différents types d'orques, et là, puisqu'on a parlé, il a été émis l'idée de Saruman et d'Isengard. Il y a eu différents types d'orques qui ont été créés, non seulement en Mordor, par Sauron, qui est le second de Melkor, une fois que Melkor a été rejeté par Eru et par les Valar à la fin du Premier Âge. C'est Sauron, son bras droit, qui a pris le relais, et il a créé en Mordor une espèce d'orque beaucoup plus robuste, puissant, beaucoup plus grand, à peu près la taille d'un homme. Ce sont les Uruk-hai. Et donc ces Uruk-hai, c'est vraiment l'espèce d'orque faite pour la guerre. Ce sont des guerriers, ils sont beaucoup plus costauds, puissants que les autres orques. Et les autres orques qui servent plutôt pour la manutention, la construction, qui sont plutôt des ouvriers, on les appelle des snagas dans l'univers de Tolkien. Et à Isengard, eh bien Saruman, il a voulu aussi créer ses êtres à lui. Alors, mais toujours à partir de préexistants, puisque effectivement Saruman et Omal-Tourny ne pouvaient que corrompre comme Sauron ou comme Melkor. Et alors les créatures d'Isengard, ce sont des semi-orques. Semi-orques qui, suite au croisement magique d'orques et d'hommes.
Bon, en tout cas, c'est ce que voilà, j'ai pu comprendre. Et donc par Saruman. Et ces derniers, donc les créatures de Saruman, étaient eux aussi séparés en deux groupes. Il y avait les guerriers Uruk-hai, comme en Mordor, donc ils sont plus orques que hommes, pour le coup. Hein. Et puis il y avait aussi des espions qui, eux, étaient présents pour justement prendre les informations des hommes et des elfes. Et même ils allaient jusqu'à la comté. Et donc physiquement, ils étaient plus proches des hommes. Et pour que les choses soient claires, parce que pour les plus jeunes d'entre vous, qui connaissent peut-être plus le Hobbit que le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, il est fait mention non pas d'orques, mais de gobelins. Et il faut savoir que dans l'univers de Tolkien, gobelins, c'est la même chose que orques. Voilà. Simplement, Tolkien a voulu parler de gobelins parce que ça fait plus référence aux légendes anglo-saxonnes et à ces créatures, donc goblins, et qui paraissent un petit peu moins cruelles ou on va dire méchantes que les orques lorsqu'il est décrit dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc c'est un peu plus adapté à un roman pour les jeunes quand il parle de gobelins dans le Hobbit. Mais ensuite, ces gobelins, eh bien, ce sont vraiment des orques dans Le Seigneur des Anneaux. Rapidement, ce ne sont pas non plus, les orques ne sont pas les seules représentations du mal dans l'univers de Tolkien. Il y en a de nombreuses autres, notamment tous les premiers bras droits, outre Sauron, de Melkor, dans la Terre du Milieu. Ce sont d'autres Maillards qui ont mal tourné également, enfin qui ont été séduits, corrompus par Melkor. Eh bien, vous les connaissez si vous avez vu la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux, ce sont les Balrogs. Et donc, ce sont les premiers serviteurs puissants, guerriers du mal de Tolkien, notamment dans sa première forteresse Utumno, qui ont détruit les créations des Valar et des Roues, et notamment les deux lampes lors de l'âge des lampes, et qui ensuite ont tenu tête aux elfes et aux hommes lors du premier âge en Beleriand. Et là, c'était à partir de la deuxième forteresse du mal de Melkor, qui est Angband, au nord de la Terre du Milieu, comme Utumno était aussi d'ailleurs au nord de la Terre du Milieu, mais un petit peu plus à l'est à l'époque. Et puis donc ensuite, il y a eu d'autres créatures qui sont tombées sous la coupe de Melkor et puis de Sauron. On peut parler des trolls, mais il y avait aussi des dragons. Alors l'origine des dragons, on ne la connaît pas forcément, elle n'a pas été décrite. Je t'arrête, mais les dragons, ça n'existe pas. Vous avez déjà vu les dragons? Les hobbits, pour les hobbits, c'est quoi les dragons? C'est un feu d'artifice. C'est un truc qui saute dans le ciel, que Gandalf fait pour amuser les enfants et les petites filles. Enfin, ça n'existe pas, les dragons. C'est de la légende, tout ça. Oui, et puis pour les hobbits aussi, au pire, il y a les loups qui peuvent être intimidants quand ils ont envie de se compter, mais en effet, les dragons, ça reste de l'ordre de la légende, on va dire ça comme ça. Et les hobbits qui croient aux dragons, on se moque d'eux. Hein. Ils sont fous. Mais moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est qu'en effet, on a eu une bonne description des différentes créatures maléfiques de la Terre du Milieu, qui sont des méchants. On sait tout de suite que c'est des méchants. On voit un troll ou un orc. On le sait. C'est écrit sur leur visage que ce sont des méchants, quoi, que ce sont des ennemis, que ce ne sont pas les gentils de l'histoire. Mais chez Tolkien, il y a aussi un mal qui est beaucoup plus insidieux, un mal qui se cache sous de très belles apparences. Notamment, Sauron était un expert de ça. Sauron au deuxième âge, que ce soit avec les elfes forgerons avec qui il a créé les anneaux de pouvoir, ou plus tard avec les hommes de Númenor, il s'est présenté devant eux comme une très belle personne, très attirante, quelqu'un de très sage, de très talentueux. Et les elfes l'ont cru. Les elfes l'ont cru et les elfes se sont dit c'est un envoyé des dieux, il est magnifique, il va nous aider. Alors que, en fait, on sait très bien qu'il les a trahis pour créer l'anneau unique. Même chose avec
avec les hommes de Númenor. Bon là c'était un petit peu plus subtil, un peu moins subtil, puisqu'il a été capturé par le roi de Númenor de l'époque, et il a été emmené à Númenor comme prisonnier, et là il a montré toute sa sagesse, tout son savoir, toute sa belle prestance, et le roi de Númenor a dit « Ah bah tu vas devenir mon conseiller ». Et ensuite, sous les conseils de Sauron, évidemment, Númenor a fini par aller jusqu'à sa chute, et après cet épisode, Sauron n'a plus jamais pu revêtir une belle apparence. Il est devenu vraiment un seigneur des ténèbres traditionnel. Par contre, il avait déjà créé un outil qui pouvait remplir ce rôle avant, et c'est l'anneau. Si vous y pensez, l'anneau, c'est un anneau en or, c'est un bijou en or. C'est quelque chose de très beau. Mais derrière cette belle apparence, c'est un outil de corruption et de domination. Et d'ailleurs, on le sait que l'anneau a ce côté de tentation, de tentateur. Hein. On le voit bien dans les films, et c'est bien aussi décrit dans les livres. Il est là pour, il appelle à lui, il séduit ses porteurs pour mieux les manipuler, exactement comme Sauron. Et il y a un parallèle linguistique qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que Sauron, avant de se faire appeler Sauron, parce que ça c'est un nom que les elfes lui ont donné, qui veut dire, Sauron, ça vient d'un adjectif en cognac qui veut dire laborieux, le détestable, l'ignoble. Avant il s'appelait Maelon, et Maelon, ça vient d'un adjectif en cognac qui veut dire l'admirable, mais ça veut aussi Maelon, ça veut dire l'admirable, pardon, et ça vient d'un adjectif en cognac, Maela, qui va désigner un objet précieux, exactement comme l'anneau. Mon précieux, j'imagine que vous l'avez tous. Donc il y a une assimilation entre Sauron et l'anneau comme étant quelque chose de précieux, mais qui est capable de faire des choses absolument ignobles. Oui, en effet. Et pour en revenir sur la corruption des Núménoréens dont tu parlais, effectivement, ce qui s'était passé, Sauron ayant en quelque sorte menti et séduit le roi de Núménor, à l'époque, là j'ai son nom qui... Ar-Pharazôn, merci. Eh bien, il a fait croire, comme il était très jaloux, il en voulait beaucoup aux hommes, aux Núménoréens et aux elfes, il voulait les détruire. Et donc, il a causé leur perte en les faisant se retourner contre les elfes de l'Ouest, venus du continent ouest, du Valinor, et là où siègent également les Valar. Et donc, il leur a fait croire que les Valar leur cachaient plein de choses, qui leur interdisait de plein de choses, et qu'il a créé cette jalousie entre les elfes et les hommes, et ce qui a provoqué la chute des hommes qui ont souhaité envahir le Valinor, qui ont souhaité lever l'interdit, braver plutôt l'interdit des Valar et des elfes, en allant découvrir ce continent interdit qui est le Valinor à l'ouest. Et suite à ça, eh bien, Eru, le créateur, s'est mis très en colère. Il a créé un immense raz-de-marée, il a créé un océan en furie, et ainsi qu'un énorme tremblement de terre sur l'île de Númenor, et cela a provoqué la chute des Núménoréens et de l'île de Númenor. Mais heureusement, une partie de ces Núménoréens a fui, ceux qui sont restés fidèles aux elfes et aux Valar, vers la Terre du Milieu pour créer ensuite leur royaume. Voilà pour la petite histoire. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire que tu viens de raconter, c'est qu'on voit bien que le mal ne se cantonne pas aux orques et aux dragons et aux balrogs. C'est qu'il y a aussi un potentiel chez n'importe quel être humain d'être corrompu, de croire que ce soit parce qu'il a été trompé, ou soit parce qu'il est juste pas gentil, ça arrive, de sombrer du côté obscur, on va dire. Et parfois la ligne elle est pas si claire, parce que vous avez sans doute tous en tête le personnage de Boromir qui essaie de s'emparer de l'anneau, qui essaie de faire du mal à Frodo pour s'emparer de l'anneau, parce qu'il a cédé à la tentation de l'anneau. Même chose si on parle de son père, Denethor, qui a complètement perdu espoir, qui au moment de la guerre de l'anneau est devenu presque fou de désespoir, au point de vouloir faire brûler son propre fils
mais parce que là aussi, il a été trompé et manipulé par Sauron à travers le Palantir. Sauron qui lui a fait croire que, que son royaume allait, quoi qu'il arrive, être envahi par les forces de Sauron. Donc on a un personnage qui n'est pas foncièrement mauvais. Denethor, c'était un homme brave, c'était un homme sage, c'est un homme de grande sagesse. Et à cause de tourments, parce qu'il a aussi connu des deuils dans sa vie, sa femme est morte, enfin bon, c'est à cause des tourments de la vie et de la petite graine du mal que Sauron a planté dans son esprit, il a fini par devenir un danger pour lui-même, pour son peuple, pour son royaume et pour son fils. Donc les gens qui ont tendance à dire que Tolkien c'est les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, c'est pas tout à fait ça. On voit très bien à travers des personnages comme celui-là, ou à travers le personnage de Gollum, qui, malgré tous ses mauvais côtés, à la fin, Gollum, c'est lui qui sauve le truc. C'est-à-dire que sans l'intervention de Gollum devant les failles du destin, l'anneau n'aurait pas été détruit. Donc, c'est Gollum qui a sauvé le monde à la fin, en fin de compte. Alors, je reviendrai sur une notion de confusion. Sauron se fait passer pour quelqu'un de gentil, mais c'est un méchant. Et ça me fait penser à ce que va dire le chef des Rohirrim, Éomer, dans sa rencontre avec Aragorn. Il lui dit, oui, mais les temps sont compliqués, géopolitiques, on ne sait pas trop comment discerner le bien, le mal aujourd'hui. Et Aragorn lui dit, non, il n'y a pas de aujourd'hui, demain, le bien, le mal sont clairs et nets, ça n'a pas changé entre hier et demain. Tu sais dans ton cœur comment choisir entre le bien et le mal. Et alors cette sagesse d'Aragorn, elle va être très différente de la sagesse des Hobbits. Aragorn, lui, toute cette histoire dont on a parlé, les dragons, les Balrogs, Morgoth, Valinor, les elfes même, pour Aragorn, c'est une sagesse humaine qui lui a été transmise par héritage. Dans sa famille, ces légendes sont en fait des histoires familiales. Alors, c'est un peu quand même de la légende, parce qu'il n'est pas capable de reconnaître un Balrog, il voit une créature maléfique, mais Aragorn, lui, a cette culture que n'ont pas les Hobbits, cette culture intellectuelle, théologique, pour parler religieux, du mal, et dans son chemin de vie, qui est très long, Aragorn a pu poser des bases solides et mettre en place un discernement du bien, du mal, et avec Arwen, tous les deux, il y a un passage où ils vont dire « Nous avons fait un choix. » Un jour, tous les deux, ils ont choisi entre le bien et l'absence de bien, qui est le mal, et ils ont choisi une route, ils se sont fixés une route. Et face à Éomer, ils vont lui dire « Non, tu cherche dans ton cœur, cherche dans ton éducation, cherche dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est que le bonheur dans ton peuple, qu'est-ce que c'est que le malheur dans ton peuple. Cherche et tu vas voir que le bien, le mal, bon, tu vas le découvrir assez facilement si tu puisses dans ce que tu as vécu. » Oui, alors, tout à fait, tu parlais de légende que Aragorn racontait, mais en même temps, il est l'héritage de toute une lignée qui est très 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 ancienne, et pour lui, effectivement, grâce à sa rencontre avec Elrond, le semi-elfe à Imladris, à Faucombe, dans l'ancienne traduction, eh bien, il connaît effectivement cette histoire. Alors, pour tous les personnes, pour tous ces êtres qui vivent au temps du Seigneur des Anneaux, eh bien, il faut savoir que c'est à la fin du 3e âge de la Terre du Milieu, et donc ça peut paraître comme des légendes, tout ce qui s'est passé auparavant, et que les elfes, eux qui sont des êtres immortels, connaissent davantage, enfin certains elfes en tout cas, dans leur chair, ceux qui vivent depuis des milliers et des milliers d'années, puisque le 3e âge, c'est pas moins que 3000 ans. Avant le 3e âge, il y avait donc le second âge de la Terre du Milieu, c'est, si mes souvenirs sont bons, quasiment 4000 ans, 3500, 3400 ans, et encore avant, il y avait le premier âge du milieu, le premier âge de la Terre du Milieu, pardon, et là, bon, c'était 600 ans, puis encore avant, donc l'âge des arbres, comme je vous ai parlé, puis encore avant l'âge des lampes, et ça, c'est 3000, 4000 ans. Voilà, donc
là, ça apparaît comme des légendes, mais effectivement, la création de Tolkien, c'est vraiment le passé de ces peuples. Et pour en revenir un petit peu aux orques, donc, alors, ils sont à la fois des êtres qui peuvent être parfois en dehors de l'influence de Sauron, et quand Sauron a besoin d'eux, eh bien, il a créé leur langage. Un langage des orques qu'on appelle le parler noir. Ainsi, dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, entre le Snaga et l'Uruk, c'est en parler noir du Mordor, ça veut dire l'orque, et le Snaga, ça veut dire esclave en parler noir du Mordor. Et pour que ce soit une force de frappe très importante pour lui et pour combattre les hommes et les elfes ainsi que les nains en terre du milieu, il a créé ce parler noir pour réunir toutes les tribus d'orques qui existaient et qui avaient en eux leur indépendance et qui n'étaient pas forcément sous la coupe du mal. Hein. Et ils étaient donc divisés en tribus d'orques et qui avaient différents dialectes. Chaque tribu avait ses dialectes. Et donc ils pouvaient parler. À cause de Sauron, ils se sont réunis pour avoir un langage commun, en tout cas pour leurs chefs, alors que les orques, les moins forts, les moins puissants, donc les Snaga, eux, pouvaient garder leur dialecte, mais ils pouvaient utiliser aussi la langue commune. Ils utilisaient la langue commune qui était à l'époque la langue occidentalienne, en tout cas la langue de parler commun en terre du milieu au Troisième Âge notamment. Je me permets de t'interrompre. En fait, c'est intéressant parce que le coup du noir parlé, ça représente un peu un échec de Sauron. Il avait vraiment créé cette langue à l'époque où il voulait, au Deuxième Âge, qui avait déjà un très très grand pouvoir en terre du milieu, et ça devait être la seule et unique langue de son royaume, parce qu'on sait très bien qu'on contrôle aussi les peuples, les tyrans contrôlent les peuples en contrôlant la manière dont ils parlent. Donc il avait créé ce langage pour mieux contrôler les peuples qui dominaient en terre du milieu, et ça n'a pas marché. Parce que même les orques qui étaient sous son contrôle ont adopté des termes, et c'est comme tu le disais, que ça a fait naître des dialectes au sein des tribus orques, parce qu'au contact des autres peuples, les orques, ils ont fait des emprunts, leur langue, elle a évolué comme n'importe quelle autre langue, et au Troisième Âge, à l'époque de la guerre de l'anneau, les seules créatures à parler vraiment le noir parlé, ce sont Sauron, les Nazgûl, et peut-être quelques grands lieutenants du Mordor, mais ça se compte sur un peu plus qu'une famille que les doigts d'une main évidemment, mais peut-être une quarantaine d'individus. Tous les autres orques parlaient un mélange de noir parlé et d'occidentalien, ou carrément ne connaissaient que quelques termes en noir parlé. Donc et ça c'est intéressant quand on connaît l'amour de Tolkien pour les langues, parce qu'on voit bien que finalement la créativité linguistique peut vaincre une autorité qui passerait par le langage, une autorité tyrannique qui passerait par le langage, et je trouve que c'est super intéressant. Quand tu parles de parler noir, il y a aussi chez Sauron ce désir d'uniformisation, je ne veux voir qu'une seule tête, rien qui dépasse. Les orques, en tout cas les orques du Mordor, possèdent un matricule. Ils n'ont pas de nom propre qui leur donne une identité, ils ont juste un numéro, un matricule. Et ce mal qui va tenter d'uniformiser, qui veut corrompre, on va le retrouver aussi à la fin du Seigneur des Anneaux, dans ce qu'on appelle le soulèvement de la comté, quand les hommes de Saruman envahissent la comté. Alors, épisode qu'on ne voit pas dans les films, qu'on ne voit que dans les livres. Le groupe des hobbits, Pipin, Merry, Frodon et Sam, qui arrivent à la comté après leur quête accomplie, découvrent un paysage ravagé et des cabanes, enfin des espèces de... Au lieu d'avoir des casernes, des baraquements tous identiques, laids, moches, tout pareil, alors qu'avant on avait une diversité de trous de hobbits charmants avec leurs petits jardins.
on se retrouve avec voilà, une uniformité laide, une laideur. Alors Tolkien pensera beaucoup à la révolution industrielle, aux paysages de son enfance qui vont être à ses yeux salis par une modernité grise de béton, de briques, monotone, avec les fumées des usines. Et donc on trouve ce mal dans la matière même, dans la manière de construire et de démolir la comté. Et c'est très vrai. Et d'ailleurs, ce que tu disais justement sur Sauron, qui veut en effet que rien ne dépasse, Tolkien a écrit que la motivation, Sauron, sa principale qualité qui deviendra son plus grand défaut, c'est qu'à la base, c'était donc un Maya, donc un serviteur des Valar, un serviteur des dieux, qui aimait l'ordre et l'organisation et la coordination. Au début, et on revient à la phrase que je mentionnais, que je citais au début de Elrond, au début, il faisait ça pour organiser le monde. Pendant la création du monde, il a aidé à ce que les choses s'organisent comme pour le bien de tous et de toutes. Et attiré par Melkor, par le pouvoir de Melkor, il s'est dit, tiens, ce gars-là, il est balèze, il va pouvoir m'aider à encore mieux ordonner et mieux organiser. Sauf que bon, on sait ce que ça donne, les sociétés où tout est parfaitement ordonné, parfaitement organisé, où rien ne dépasse, comme tu le disais très bien, ça s'appelle du totalitarisme. Et en fait, Sauron est vraiment cette incarnation du tyran qui, en partant d'une base assez noble, le bien de son peuple, s'est dit « Ouais, mais en fait, il y a seulement la vision. Enfin, moi seul sais quel est le droit chemin à prendre pour que le monde existe. Il n'y a que ma vision qui fonctionne, et donc je vais faire en sorte que tout le monde suive ma vision et que tout le monde ressemble à ce que j'ai dans la tête. » Et donc c'est comme ça que naissent les tyrans, hein. Et on en a encore quelques-uns dans notre monde aujourd'hui. Alors Laurent, tu parlais de matricule, et donc tu parlais aussi d'esclavage là, et effectivement les orques étaient sous les ordres des Nazgûl à une époque, à la fin du IIIe âge, et ils possédaient tous un numéro permettant de les identifier. Et ils montaient également des loups géants qui étaient d'anciens loups en fait, qui sont tombés sous la corruption de Sauron, et on appelait ça les wargs. Donc sans doute avez-vous vu la trilogie du Hobbit, on les voit, ces loups géants, et donc là aussi ce sont des créatures comme tout un tas d'animaux qui sont tombés sous la servitude du mal. Donc, donc tous ces animaux ont été exploités par les pouvoirs d'abord de Melkor, puis de Sauron. Donc on avait les wargs, on avait aussi des corbeaux, les crémins, qui sont en quelque sorte des espions pour percer à jour les mouvements des personnes du camp du bien, entre guillemets, les elfes, les hommes ou les nains. On pouvait aussi avoir des chauves-souris vampires. Il y a aussi tous ces hommes qui sont entrés sous l'influence et sous la corruption de Sauron au moment du IIIe âge et de la guerre de l'Anneau. Donc les Orientaux, qui venaient de l'Est de la Terre du Milieu, les Aradrim, et les Aradrim, là aussi, montaient des animaux à leur service et au service de Sauron, les Mumakil, donc ces espèces de mammouths, voilà, merci, plutôt des mammouths, mais vraiment des mammouths extrêmement grands et un peu plus féroces. On a aussi le guetteur des eaux qui se trouve à la porte ouest de la Moria et qui garde l'entrée de la Moria. Dans le Seigneur des Anneaux, on a évidemment, vous en rappelez sans doute, toutes les araignées géantes, qui sont les rejetons d'Ungoliant, l'araignée primaire, qui vient, on ne sait pas trop d'où elle vient exactement, simplement Tolkien dans le Silmarillion indique qu'elle viendrait, non pas qu'elle n'est pas une création d'Érou et Ilúvatar, mais qu'elle viendrait du vide extérieur, et que c'est Melkor qui l'aurait invité à venir sur le sud du continent de Valinor à l'époque pour l'accompagner et pour donc
sous son influence pour faire son travail de destruction tout au début. Et donc il y a énormément eu de rejetons de Ngoliant, et notamment Araigne, que les hobbits rencontrent lorsqu'ils passent un col en franchissant le Mordor. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Araigne, du coup, cette énorme araignée, c'est qu'elle n'est pas vraiment sous le contrôle ou le pouvoir de Sauron. Elle est complètement indépendante. Elle a décidé de s'installer dans ce col, et Sauron a trouvé ça très bien. Il a dit comme ça me fait un garde frontalier qui va empêcher quiconque de rentrer dans le Mordor, dans cette voie qui est quand même assez vulnérable. Donc elle n'est pas sous ses ordres. Il lui envoie un condamné à mort ou un orc de temps en temps pour la nourrir, mais elle reste sa propre maîtresse. Cela dit, Sauron se plaît quand même à l'appeler ma petite chatte, parce que même si elle n'est pas sous ses ordres, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un désir de la posséder comme son animal de compagnie, quoi, et sans lui demander évidemment son avis. Mais cela dit, malgré ça, les orques, eux, ont très peur d'elle. Ils l'appellent Sa Majesté. Donc il y a quand même ce parallèle entre elle est indépendante, elle reste, Sauron la considère sous son pouvoir, et les orques la considèrent un peu comme leur reine, quoi. Sans vouloir non plus dire qu'il la vénérait ou quoi, mais en tout cas il la respectait assez pour lui donner ce petit surnom. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On mord pas, ouais. Ouais, bonjour. Bonjour. Oui, moi je voulais revenir sur le personnage de Melchior. Je veux savoir c'est qui exactement, qu'est-ce qu'il joue dans ces anneaux, dans la trilogie, et qu'est-ce qu'il fait aussi, et si c'est un hobbit, un elfe. Alors, Melkor, qu'on appelle aussi Morgoth, donc c'est un équivalent d'un dieu, d'un ange supérieur. C'est un des Valar. Si on se place dans de la spiritualité chrétienne, peut-être musulmane, que je ne connais pas trop, c'est une sorte d'ange supérieur. Voilà, c'est une créature. C'est un peu un Lucifer en fait. C'est un peu c'est une figure luciférienne dans le sens où il a été créé comme très puissant, très beau, très intelligent, mais dans son orgueil, il a basculé dans les ténèbres. Et voilà. Et où on peut aussi se cantonner à une vision mythologique polythéiste chez les Grecs et les Romains, puisque les Valar avaient tous leur secteur de spécialisation en création et en pouvoir. Et Melkor était l'un des 15 Valar créés par Eru Ilúvatar, le créateur suprême. Et moi je me considère plutôt des dieux. On peut considérer, si on suit des religions monothéistes, par exemple chrétiennes ou catholiques, que ce sont des anges ou des archanges. Mais bon, on peut aussi se situer d'un point de vue religion polythéiste, puisqu'ils avaient des pouvoirs divins, de Dieu, tous ces Valar, les 15 Valar. Et Melkor était l'un des plus puissants, sinon le plus puissant. Mais il était extrêmement avide de connaissances et de pouvoir. Et il a très très mal tourné, il a eu la rancœur envers les autres et de la jalousie. Et donc il a voulu détruire tout ce que faisaient les autres, puisqu'il ne pouvait pas créer comme il l'aurait souhaité. Donc c'est vraiment la figure primordiale du mal. Et pour moi, c'est un dieu, un diable, ou un diable finalement, qui est devenu un diable. Mais par rapport à Sauron, il est positionné comme moins puissant, pareil. Sauron est un maillard, c'est-à-dire qu'en fait c'est un maillard qui a été corrompu, qui a été séduit par Melkor, et donc les maillards sont aussi des magiciens, donc ce sont tous les serviteurs des Valar, mais ils n'en sont pas moins très puissants, comme je le disais au tout début de l'exposé. Les maillards, plus les Valar, ce sont les Ainur créés par Eru Ilúvatar, et Sauron c'est le second de Melkor, et donc il était très vite à son service, c'était son premier lieutenant, et il a finalement remplacé Melkor une fois que Melkor a été balancé entre guillemets dans le vide par les Valar qui lui ont fait la guerre lors de la guerre de la Grande Colère à la fin du Premier Âge. Donc pour moi, les Maillards, ils sont censés être plus puissants que les Valar Non, c'est leurs serviteurs. Ce sont leurs serviteurs. Et on ne connaît pas leur nombre, on sait qu'il y en a beaucoup, mais on
on ne connaît pas leur nom. Et ce qui est intéressant sur Sauron et Melkor, c'est que même une fois que Melkor ne fait plus partie du monde, à la fin du troisième, même au deuxième âge, Sauron s'est servi de la figure de Melkor comme étant le seul vrai dieu que les humains devaient vénérer. Et c'est ce qu'ont fait les hommes de Númenor. Ils ont commencé à créer, ils ont créé un temple à Melkor, ils ont fait des sacrifices à Melkor parce que Sauron les a convaincus que c'était le seul dieu et que les autres Valar étaient des faux dieux. Et à la fin du troisième âge, au moment de la guerre de l'anneau, Sauron avait même commencé à s'assimiler lui-même à la figure de Melkor dans sa folie de grandeur et de domination. Ok, merci. Oui. Bonjour, déjà merci pour votre conférence, c'était très intéressant, c'était vraiment très chouette. Moi j'ai une question par rapport à Melkor, donc, de ce que j'ai compris, donc Melkor est à l'origine de tout le mal au final. Est-ce que vraiment dans l'univers de Tolkien, il n'y a pas une autre personne, créature ou autre ou quoi que ce soit qui ne tire pas en fait son mal depuis Melkor ou d'une source qui est liée à Melkor, en tout cas comme Sauron juste en dessous, etc., etc. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment Melkor, c'est le big boss des méchants, et en gros tout vient de lui, et c'est en gros sur lui qu'on rejette toute la faute. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à part qui pense à ça et qui se dit non, j'aime pas les hobbits, j'aime pas les elfes, j'aime pas les machins? C'est une très bonne question. En fait, il existe un concept qui s'appelle le marissement d'Arda. Et en fait, le marissement d'Arda, c'est le nom qu'on donne pour désigner les conséquences des actions de Melkor sur le monde. C'est-à-dire qu'au moment de la création du monde, il a créé une discordance qui a chamboulé les plans du créateur. Et du coup, Arda, donc Arda c'est le monde existe aujourd'hui, pas tel que l'avait imaginé le créateur, mais existe avec un ingrédient melkorien. C'est-à-dire que le monde existe avec la blessure du mal qui lui a été infligée au moment de sa création. Donc toute créature de chair, même pas de chair, toutes les créatures, tout ce qui a été fait dans la matière du monde est susceptible d'être corrompu et est susceptible de mal tourner. Donc oui, il est à l'origine de tout, mais pas forcément par une influence directe en fait. C'est-à-dire que son mal est disséminé à travers le monde, il y a ceux qui vont y répondre et ceux qui ne vont pas y répondre. Un peu comme le mal de Sauron est canalisé dans l'anneau. Tolkien a souvent fait la comparaison. Melkor dissimule son mal dans le monde, Sauron canalise son mal dans l'anneau. Donc en fait, on a l'anneau de Morgoth, le titre d'un des bouquins. L'anneau de Morgoth, c'est le monde dans lequel il a distillé sa malveillance. Juste, je rajouterais pour compléter, peut-être Ungoliant, même si l'araignée primaire, que Melkor est allé récupérer, entre guillemets, au sud du Valinor, pour, effectivement, on ne sait pas d'où elle vient exactement, sinon qu'on supposerait, ce serait une hypothèse que Tolkien lui-même aimait, donc elle viendrait du vide extérieur au monde. Et au début, Melkor, il allait se promener dans le vide extérieur, contrairement aux autres Valar, au moment de l'Ainulindale, c'est-à-dire la musique des Ainur, au moment donc où les Ainur, sous la direction du chef d'orchestre Eru Ilúvatar, leur faisaient entonner un chant tous ensemble. Et donc, comme ça a été évoqué, il y a eu une discordance dans ce chant avec Melkor qui voulait jouer sa propre partition, jouer sa propre musique, contre les autres Valar, et en même temps donc il réfléchissait aussi à ses propres idées sombres, et il allait dans le vide extérieur, et dans le vide extérieur il aurait peut-être rencontré des créatures comme Ungoliant, et puis d'autres, celles qu'on trouve au fin fond, très très profondément en dessous de la Moria, lorsque Gandalf lorsqu'il explique qu'il a rencontré des créatures sans nom, très très profondément dans la Moria, en même temps que son combat avec le Balrog. Peut-être les dragons aussi viennent du vide extérieur, parce que là, pour le coup, Tolkien n'émet aucune hypothèse sur l'origine des dragons, donc on peut essayer d'émettre des hypothèses d'où est-ce qu'ils viennent. Peut-être que ce sont des maillards aussi, créés par Eru Ilúvatar, peut-être qu'ils étaient neutres au départ et qu'ils ont été corrompus et que Melkor a mis la main dessus. Du coup, au final, ce qui est mauvais chez Tolkien reste mauvais.
il n'y a pas de rédemption de quelqu'un qui redevient, un méchant qui redevient gentil, on va dire, en simplifiant. Alors, on peut retrouver dans d'autres concepts. Premier exemple qui me vient en tête, c'est l'Obélia, la fameuse grand-mère au parapluie, qui volait les petites cuillères en argent de Bilbo, qui convoitait son héritage, donc le cul-de-sac, le trou de Hobbit. Cette personne-là, vers la fin du Seigneur des Anneaux, quand Saruman, quand son fils à elle, l'Othon, la pustule, a fait venir, soudoyé par Saruman, des brigands pour s'emparer des richesses de la comté, cette brave dame, toute méchante qu'elle était à son niveau dans la comté, c'était une affreuse méchante, escroc, voleuse, envieuse, bon, c'était le grand méchant de la comté, l'Obélia. Eh bien, quand les brigands sont arrivés, qui ont commencé à dire on récupère les richesses, on redistribue à nous-mêmes, elle a sorti son parapluie, elle leur a donné des coups de parapluie, et alors ça fait face à des brigands qui font 1m70 de haut, et elle, vieille femme hobbit, elle s'est battue avec son parapluie pour dire non, il n'est pas question que vous fassiez votre bazar dans la comté. Elle a été jetée en prison, et tout à la fin, quand les hobbits, Merry, Pippin, Sam, Frodon, parviennent à soulever la comté, à délivrer la comté, faire fuir Saruman, les trous-prisons sont vidés, et cette Lobelia sort des prisons, et elle est acclamée par les hobbits, qui ne voient plus cette horrible bonne femme, cet horrible escroc, mais qui acceptent de voir en elle, à ce moment-là, la première des résistantes. Et donc, elle a sa forme de rédemption. Tu me disais qu'elle redistribuait ses richesses aussi pour la reprendre. Après quoi, elle a redistribué, comme elle était riche, elle a redistribué ses richesses pour aider à la reconstruction de la comté et voilà, au nettoyage en fait, général de tout le mal qui avait été infligé. Donc il y a en effet, tu l'as très bien dit, un arc de rédemption, et on peut aussi en voir un d'une certaine manière chez Gollum, même s'il est ambigu, hein, comme je vous disais, c'est finalement lui qui a sauvé le monde au final. Je tiens à rebondir sur ça, je suis pas trop d'accord avec vous, sur Ouais. le fait que Gollum sauve le final de l'univers de Tolkien, c'est que Gollum chope l'anneau de manière assez... il le veut pour lui. Et oui. En fait, le mal, pour moi, reviendra toujours. Et Tolkien a voulu l'exprimer à travers Gollum que c'est même le mal qui vainc le mal par le mal en voulant récupérer son anneau. Donc au final, l'arc est un peu clôturé sur pas un acte de bonté, mais un acte de cupidité. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en effet, vous avez raison de le pointer du doigt. Alors déjà, Gollum avait failli complètement être revenu du bon côté à un moment qui est avant qu'ils arrivent à l'entrée d'Araigne, justement, où il est sur le point d'avoir un acte de tendresse et de gentillesse envers Frodo, mais Sam a peur qu'il fasse du mal à Frodo, donc il le rejette, et là, du coup, Gollum bascule vraiment de son mauvais côté. En effet, quand il récupère l'anneau à la fin et qu'il empêche, parce que Frodo faillit à sa mission, hein, Frodo voilà, aurait dû jeter l'anneau, il n'y arrive pas. C'est en effet pas pour sauver le monde, mais pour le réclamer pour lui-même. Mais du coup, là, il n'en reste pas moins que le monde est sauvé. Et en fait, s'il est sauvé, c'est parce que bien des années plus tôt, Bilbo avait décidé de laisser Gollum en vie, donc la miséricorde, le pardon, peut-être pas le pardon, mais en tout cas voilà, il l'a pris en pitié et il a dit tu as le droit de vivre, créature, mais aussi pathétique sois-tu. Frodo a fait exactement la même chose des années plus tard, et c'est à travers ces actes que finalement Gollum est encore en vie à la fin, et que en effet, à travers sa cupidité, à travers l'obsession qu'il a de l'anneau, il parvient à sauver le monde. Mais en effet, il ne fait pas le choix de sauver le monde. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, non. Le mal, même le mal qui... C'est à travers des actes de bienveillance qui ont été faits des années plus tôt que finalement le monde peut être sauvé. Mais accidentellement presque. C'est un destin, c'est un hasard un petit peu finalement. Il saute tellement de joie, de folie d'avoir retrouvé l'anneau qu'à un moment il bascule. Il trébuche et voilà. Alors, une autre question là-bas. Une autre figure importante du Premier Âge qui est corrompue par son propre orgueil, c'est Fëanor, le créateur des Silmarils. Est-ce que selon vous, il compte parmi les figures maléfiques
Alors moi je dirais que non, déjà pour une très bonne raison, c'est que Tolkien a été très clair sur le fait que les elfes en effet peut être corrompus pour... on peut en parler après, parce que là il faut qu'on laisse, on n'a plus le temps, mais voilà, n'hésitez pas, on peut discuter après. Si vous voulez des informations sur notre association Tolkien Deal, il y a toute la docu ici, on est sur tous les réseaux, on est sur Discord, on a un site internet, et puis on est sur des différents événements. Donc,